Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Bienvenue à notre podcast d'histoire. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps pour explorer Marseille au Haut Moyen-Âge, une période méconnue de la cité phocéenne. La période couvrira les années 416 jusqu'à l'apparition du premier vicomte de Marseille en 977. Au 5e siècle, Marseille est loin d'être une ville oubliée. Elle hérite d'un riche passé romain et devient un centre religieux majeur avec la fondation de l'abbaye Saint-Victor en 416 par Jean Cassien. Cet événement marque le début d'un âge d'or pour le spiritualisme chrétien dans la ville. Vous avez un épisode sur la Vierge Noire de l'abbaye de Saint-Victor qui évoque cette fondation. Cassien aurait fondé 2 monastères, celui pour les hommes au sud du Lacidon et celui pour les femmes, l'abbaye Saint-Sauveur, au sud de l'actuelle place de Lynch, place dont je vous ai conté l'histoire dans un autre épisode. L'abbaye Saint-Victor, construite sur une ancienne nécropole paléo-chrétienne, attire des disciples et des penseurs de renom. Jean Cassien, auteur d'ouvrages fondamentaux sur le monachisme, contribue au rayonnement spirituel de Marseille. Marseille devient un centre intellectuel animé par des débats théologiques et attire des nobles en quête de spiritualité. Parallèlement à cette effervescence religieuse, Marseille connaît un essor commercial remarquable. Son port, hérité de l'époque romaine, lui permet de maintenir des liens étroits avec le Levant et Byzance, qui est la capitale de l'Empire romain d'Orient. Marseille va subir les invasions barbares sans que cela provoque de rupture culturelle, au moins au début. À cette époque, le territoire qui deviendra la France est partagé en plusieurs royaumes. Les Visigoths dominent le sud et tout le quart ouest. Le quart est est aux mains des Burgondes. Le nord, Paris, et un vaste tiers appartient aux Francs. Enfin, on trouve les Bretons en Armorique. Pour ce qui est de Marseille, le roi des Visigoths, Euric, conquiert la ville en 476. Puis c'est Gondebaud, roi des Burgondes, qui s'en empare en 486. Les Ostrogoths ne sont pas loin. En 508, le roi ostrogoth Théodéric le Grand s'empare de la Provence dans un jeu d'alliance. Les Francs commencent à faire peur en Italie. Mais les Ostrogoths doivent faire face aux velléités de l'empereur Justinien, de l'Empire romain d'Orient. Pour éviter de combattre sur tous les fronts, les Ostrogoths cèdent la Provence aux Francs en 536, contre 2000 livres. Justinien ne veut pas se mettre mal avec les Francs. Il reconnaît la possession de la Provence par le roi franc Tibère Ier. Les Francs sont alors à la tête d'un vaste royaume qui atteint les rives méditerranéennes et notamment Marseille. On connaît mal la gouvernance de Marseille sous les Francs. En 561, il arrive ce qui façonna grandement l'espace du territoire français, la mort du roi Clotaire Ier, fils de Clovis et roi des Francs. Et chez les Francs, quand un roi meurt, en général, ses fils partagent le royaume. Pour la Provence, c'est compliqué car le territoire est partagé entre 2 fils. Sigebert gouverne le royaume de Reims, ce que l'on nomme l'Austrasie, et qui comprend des terres provençales comme Aix, Fréjus, Grasse, Nice, mais aussi des terres à l'ouest du Rhône de Clermont à Albi. Et Gontran règne sur le royaume d'Orléans qui comprend Arles, Marseille, Toulon et plus au nord, Apt, Digne, Sisteron. Et pour compliquer le tout, il y a un couloir austrasien qui coupe le royaume d'Orléans. Pire, même Marseille est divisée entre les 2 fils. Pour son aspect, au VIe siècle, la ville est encore très proche de son héritage romain. Elle n'est encore développée que sur la rive nord du Lacidon et enfermée dans ses remparts. Le cœur de la ville est le Forum romain, une vaste place limitée au nord par l'abbaye Saint-Sauveur et à l'ouest par le théâtre. Marseille a sa cathédrale, où se trouve la cathédrale actuelle de la Major, mais pas la même bien sûr. Au nord, on trouve le cimetière du Lazaret, rappel à l'époque, on enterre ses morts hors de la ville. Malgré les invasions barbares, qui sont davantage des migrations que des conquêtes brutales, Marseille conserve sa prospérité économique. La ville devient une plaque tournante du commerce méditerranéen et un acteur clé des relations diplomatiques avec l'Empire byzantin. L'historien Raoul Busquet, 1881-1955, estime que Marseille tient alors la porte de la mer. Par elle et par le commerce, elle maintient la liaison entre les royaumes barbares et ce qui subsiste au monde de civilisation. L'atelier monétaire de Marseille continue de frapper monnaie, témoignant de la continuité économique malgré les changements politiques. La peste de Justinien, première pandémie de peste connue, frappe Marseille à plusieurs reprises au 5e siècle, et notamment en 588, 591 et 599. Le 7e siècle est une période de transition pour Marseille. La ville subit l'influence grandissante des Mérovingiens, notamment ceux du royaume de Neustrie. En 613, meurt le roi des Francs, Thierry II, lui succède Clotaire II, qui possède un vaste royaume. Marseille devient capitale de la Provence et siège de la préfecture. Clotaire II, à la base roi de Neustrie, territoire franc à l'ouest et au-dessus de la Loire et au nord de Paris, la Neustrie va prendre de l'importance dans la gestion du Midi.
Il faut évoquer Hébroïne, qui joue le rôle de maire du palais, le plus haut dignitaire du royaume franc, hormis le roi. Hébroïne tente d'imposer son autorité sur le territoire franc. À Marseille, l'évêque Babon, lui, issu de l'aristocratie eustrasienne, s'y oppose. Les évêques, souvent issus de la noblesse, jouent un rôle politique important et font contrepoids au pouvoir royal. Ce siècle marque aussi une rupture urbaine avec l'Antiquité. Les vestiges romains, comme le théâtre antique, sont progressivement démantelés pour fournir des matériaux de construction. L'évêque Babon fait construire le Castrum Babonis, une enceinte fortifiée qui témoigne des nouvelles réalités du Haut Moyen-Âge. Le château Babon semble être entouré de fortifications, la ville étant elle-même toujours à l'abri de ses remparts. Cela semble noter la volonté de l'évêque de montrer son pouvoir en se séparant du pouvoir civil géré par les patrices mérovingiens. La fin du 7e siècle et le début du 8e siècle sont marqués par l'arrivée au pouvoir des Carolingiens, une période difficile pour Marseille. En 739, Charles Martel, pour mater une rébellion, pille la ville, marquant la fin de l'influence mérovingienne en Provence. Le pouvoir épiscopal décline face à lui des comtes carolingiens au travers des comtes qu'il désigne. Marseille perd son statut de capitale régionale au profit d'Arles. À la suite des troubles qui agitent l'empire carolingien et mèneront à sa division en 843, la Provence est quasiment laissée à la merci des troupes de pilleurs pour une gouvernance tournée vers l'Italie. En 838, les Sarrasins partant de Tarragone dévastent Marseille. 10 ans plus tard, ce sont les pirates byzantins qui pillent la ville. En 860, les Normands ravagent la Camargue voisine. En 875, Boson de Provence reçoit de l'empereur le titre de duc de Provence. Il en profite pour se proclamer roi et nomme son cousin Théobald pour administrer la Provence. Sa chute est assez rapide puisqu'il est destitué au plus tard en 882. Louis III succède ensuite au trône de Provence jusqu'en 928, mais ses préoccupations sont plutôt tournées vers la conquête de l'Italie. À partir de 948, Boson II d'Arles s'empare de la Provence et instaure une première famille de comtes héréditaires qui tranche avec la période des comtes carolingiens. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les premiers vicomtes de Marseille. Le premier personnage de cette famille mentionné par les chroniques, Arlulf de Marseille, a 2 fils. Le premier, Honorat, est l'évêque de Marseille, tandis que son frère Guillaume devient le premier vicomte de Marseille en 977. C'est donc une même dynastie familiale qui détient l'épiscopatus, le pouvoir religieux, et le comitatus, le pouvoir civil, à partir de ce moment, situation qui perdurera jusqu'à la fin du XIIe siècle. Nous manquons de données pour connaître avec certitude à quoi ressemblait Marseille du 8e au Xe siècle. En se basant sur les travaux de Marc Bouhiron, on l'imagine comme ça. Pour résister aux invasions, la ville s'est recroquevillée dans les fortifications du château Babon. Mais face à lui, on trouve un autre château, celui du pouvoir civil. Entre les deux, l'ancienne zone du forum s'est dépeuplée du fait des ravages des invasions. Où sont les Marseillais alors ? Sans doute dans le bourg autour de la cathédrale. Le commerce maritime est durablement affecté par l'insécurité et le déplacement des centres d'intérêt économique vers le nord de la Gaule et l'Italie. Du haut Moyen-Âge marseillais, il ne reste que très peu de traces. Le château Babon est détruit par la reine Jeanne au XIVe siècle. Le plus célèbre et seul véritable témoin de cette période reste l'abbaye Saint-Victor, plusieurs fois agrandie par la suite. Les caves Saint-Sauveur, situées sous l'abbaye Saint-Sauveur, ont été préservées, mais on ne peut les visiter, hélas. Le haut Moyen-Âge marseillais est une période de contraste. Après l'éclat de l'époque romaine, la ville connaît un renouveau spirituel et commercial au 5e et 6e siècle. L'arrivée des Mérovingiens puis des Carolingiens bouleverse l'ordre établi. Marseille subit les affres des invasions et une stabilité politique chronique. Malgré ces épreuves, la cité phocéenne montre une résilience remarquable et pose les bases d'un nouvel essor à venir. Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast. Rejoignez-nous la prochaine fois pour explorer une autre page d'histoire.